Mesdames et messieurs, nous allons donc faire le point quotidien de ce vendredi 31 juillet. On peut considérer que l'amélioration se confirme. Donc, la surface parcourue par le feu n'a pas bougé, toujours 42 000 hectares, grâce au travail des sapeurs-pompiers aidés par les agriculteurs et la DFCI. Grâce à un travail dont j'avais parlé hier, grâce à un travail qui a été conduit toute la nuit par la DFCI et toute la journée sur les lisières pour les sécuriser, grâce à ce travail, on a pu autoriser aujourd'hui les habitants de plusieurs communes à regagner leur domicile. Je veux parler de Biganos, Audange, sauf une petite partie des quartiers qui étaient plus isolés, la Pointe-Émile et Lubec, Andernos et Lanton. Donc les gens sont autorisés à regagner leur domicile, évidemment, les commerces et les entreprises à fonctionner. Et c'est aussi le cas des campings de Lacanau qui ont pu réouvrir. Je vais donner la parole peut-être au général Tortelier, général de la gendarmerie, qui dirige les gendarmes de la Gironde, pour qu'il nous fasse un point sur la sécurisation des communes qui avaient été évacuées à date. Qu'est-ce qu'on peut constater, général? Donc je transfère, pardon. Donc, s'agissant effectivement du mouvement actuel donc, de réintégration, ce mouvement se passe comme depuis le début donc, de la séquence, c'est-à-dire en bon ordre et dans le calme. Les opérations sont tout à fait terminées sur Biganos et Audange, à tel point que les commerces ont déjà pu réouvrir donc, dans ces deux communes-là. Sur les communes en cours de traitement, Andernos et Lanton, donc les opérations sont en cours, elles se passent de manière tout à fait fluide. Le groupement a maintenu son empreinte au sol très importante, à hauteur de 1470 militaires, pour faciliter donc justement dans les meilleures conditions possibles donc ces opérations de réintégration, pour rassurer la population, dissuader également ceux qui pourraient être tentés donc de profiter d'éventuelles opportunités et accompagner le retour à la normale. À noter que ces opérations de réintégration se passent, encore une fois, je l'ai dit, en bon ordre, dans un contexte de chasse et croisée. Donc on a eu toute la journée une manœuvre circulatoire qui s'est très très bien déroulée. Sur notre dispositif de contrôle de zone, donc on va le maintenir de manière à dissuader et entraver toute tentative donc, de prédation. Et ce que je veux également indiquer donc, à ce stade, à date, c'est que nous n'avons pas de phénomène notable de cambriolage et de tentative sur notre zone de compétence, comme aujourd'hui. Donc nous n'avons pas détecté d'éventuels incendiaires. Nous avons mis en place un gros dispositif d'accompagnement judiciaire sous l'autorité donc, du procureur de la République de Bordeaux, puisque j'ai dégagé donc, une ressource de 10 officiers de police judiciaire, une ressource à laquelle est venu s'adjoindre un renfort en provenance de l'ensemble de la région de gendarmerie Nouvelle-Aquitaine, là aussi à hauteur de 10 officiers de police judiciaire, parmi lesquels des spécialistes en investigation criminelle et en rapprochement criminel. Donc, demain, logiquement, il n'y a pas de tension là-dessus, mais logiquement, donc, Arès pourra être réouvert à ses habitants, à ses commerçants, à ses entreprises. Au total, aujourd'hui, ce sont donc 198 000 personnes sur les 220 000 qui avaient été évacuées, qui ont pu reprendre le chemin de leur domicile. Alors évidemment, il reste quelques points chauds, des points chauds diffus, principalement sur deux zones que le contrôleur général Marc Vermeulen, qui dirige le SDIS, va pouvoir présenter rapidement. Merci Madame la Préfète. Donc, vous l'avez souligné, le travail au sol s'est poursuivi toute la nuit, toute la journée et va se poursuivre encore au cours des prochains jours, appuyé par nos amis les agriculteurs. Des moyens également aériens sont utilisés pour traiter ces points qui demeurent actifs. Donc on peut en fait schématiquement donner deux zones. Une première zone qui est le long du littoral, entre le sud du Grand Crau et le nord de Pas-de-Bouc sur la commune du Porge. Je souligne que
il demeure une activité, mais qui est moins importante que les jours précédents. Donc c'est preuve que les actions au sol se poursuivent. Là où c'est un peu plus compliqué, c'est nous sommes sur un sol dunaire, et donc ça nécessite des actions plus difficiles, avec quelquefois des propagations un peu différentes. Et la deuxième zone, c'est au niveau du sud de Lacanau, entre le Mistre et le lac. Donc ce sont les deux seules zones, je dirais, qui aujourd'hui, on continue à observer une activité, mais que de moins significative que les jours précédents. Madame la préfète. Merci beaucoup. Donc, compte tenu de ces points chauds qui restent en cours de traitement avec acharnement de la part des sapeurs-pompiers, on a encore 4 communes à date qui n'ont pas pu réintégrer leurs habitants. Donc, je les cite: le Temple, Somos, le Porge et l'Èche-Cap-Ferré. Alors évidemment, on va faire un point jour après jour avec les services de secours et d'incendie. Je le rappelle, notre priorité numéro 1, c'était de protéger les vies. Et de ce point de vue, notre but de CARE est obtenu. Donc on va progresser pour permettre à ces 4 communes de retrouver leurs habitants. Mais il faut qu'on s'assure d'abord qu'ils rentrent en sécurité. Une amélioration aussi du côté de la circulation, puisque les trains rouleront au sud de Bordeaux à compter de samedi 1er août. La 63 est fluide et roule tout à fait bien, ce qui signifie qu'à la fois les vacanciers vont pouvoir venir, ainsi que les touristes, et que ça devrait bien se passer. Du côté des personnes vulnérables, je vais donner la parole à Mathilde Marmier qui va faire un point au nom de la Direction générale de l'ARS de Nouvelle-Aquitaine, et peut-être aussi ce soir à celui qui est à mes côtés, le docteur Thomas Meignier, qui dirige le service des urgences du CHU de Pellegrin, de Bordeaux, qui va aussi faire un point sur l'ensemble des moyens qui ont été mobilisés dans cet événement exceptionnel par sa gravité, par son ampleur, mais face auquel on a déployé des moyens à la mesure. Voilà. D'abord, Madame Marmier, pour les personnes vulnérables. Merci Madame la Préfète. Donc effectivement, rappeler que ce sont 42 établissements sanitaires et médico-sociaux qui ont été évacués, représentant un petit peu plus de 2300 patients et résidents. Donc à compter de lundi, ces personnes vont progressivement pouvoir réintégrer leurs établissements d'origine. Donc nous sommes à l'Agence régionale de santé d'ores et déjà en lien avec les établissements à la fois qui ont accueilli ces personnes, mais également ceux qui ont été évacués, pour pouvoir organiser cette réintégration progressivement à compter de lundi dans les meilleures conditions, notamment puisque effectivement il convient de s'assurer à la fois que les procédures de bionettoyage ont pu être conduites dans les établissements, que le personnel est en nombre, et donc ce sont ces conditions ainsi que les conditions de transport qui sont en train d'être travaillées avec les établissements pour que ces réintégrations puissent se faire à compter du tout début de semaine prochaine. Merci. Docteur, peut-être. Oui, merci Madame la Préfète. Bonjour à toutes et à tous. Simplement être parmi vous, merci d'être parmi vous ce soir pour justement pouvoir mettre en valeur le travail des équipes du CHU de Bordeaux et plus précisément du pôle urgence SAMUSMUR que j'ai l'honneur de diriger. Parce que nous avons traversé cette dernière semaine une situation sanitaire exceptionnelle, jamais connue en France, sur laquelle je ne reviens pas sur les différents chiffres que vous avez pu évoquer, mais nous avons été très mobilisés, l'ensemble des équipes, en lien permanent avec les services de l'État et en particulier à l'Agence régionale de santé avec lesquels nous faisions des points quotidiens, permanents, jour et nuit, permettant de prendre en charge les victimes. Au-delà des chiffres évoqués du nombre d'établissements et de personnes secourues, qu'elles soient en établissements médico-sociaux ou à domicile, parce que nous sommes beaucoup intervenus à domicile. Nous avons une augmentation d'activité marquée à partir du vendredi soir et sur plusieurs jours avec la propagation des feux et l'arrivée des fumées sur la métropole de Bordeaux. L'activité en régulation a explosé avec 3600 appels par 24 heures, ce qui est une augmentation d'environ 50%
temps de notre activité. Et puis nous avons mobilisé nos équipes en renfort, des renforts des départements voisins, et puis par cercle concentrique de renforts de l'ensemble de la France qui sont venus nous aider pour prendre en charge plus de 1100 patients sur le parc Expo, plusieurs centaines aussi sur Créon, avant que plusieurs autres centres d'accueil soient créés un peu partout sur le département en lien avec les élus locaux, avec une mobilisation très importante également de la médecine de ville. Et je veux ici remercier à la fois les professionnels de ville et à la fois l'ensemble des SAMU. Plusieurs dizaines d'équipes SMUR de toute la France sont venues. Ça a été parfois une course contre la montre, contre le feu, et je veux aussi remercier, alors évidemment, nos amis du SDIS pour le travail exceptionnel qu'ils font depuis le début de cette crise, avec une pensée pour les 2 pompiers tombés au début de cette crise. Mais je veux aussi les remercier pour la collaboration assez exceptionnelle que nous avons eue tout au long de la prise en charge de ces feux, notamment sur les nuits de vendredi à samedi et de samedi à dimanche dernier. On voit malheureusement tous les dégâts causés par le feu, 42 000 hectares. On ne voit pas, et c'est heureux, de morts civiles. On ne voit pas de blessés en urgence absolue ni en urgence relative non plus, parce que nous avons réussi en bonne coordination, en s'appuyant aussi beaucoup sur les ambulanciers, sur la Croix-Rouge, les associations de protection civile, à avoir des moyens, y compris des moyens militaires, Madame la Préfète, qui nous ont aidés avec des ambulances supplémentaires pour parvenir à secourir les personnes, que ce soit en établissement médico-social ou au domicile, avant que les flammes n'arrivent. Et je voulais insister là-dessus, ça me semblait important. Et aujourd'hui, nous sommes évidemment en collaboration serrée avec l'Agence régionale de santé pour permettre à chacun de regagner son domicile ou son établissement médico-social. En terminant en vous disant que nous avons fermé ce matin le hub du Parc des Expos, dans lequel nous avons accueilli et pris en charge plus de 1100 personnes. Très bien. Merci, docteur. Merci beaucoup, docteur, pour ce rappel, effectivement, à la fois des moyens exceptionnels, mais des résultats qui le sont aussi. Donc, maintenant qu'on sort, au fond, je le dis avec mes mots, mais qu'on sort un peu la tête hors de l'eau, de l'épicentre de la crise, elle n'est pas finie, le feu n'est pas fixé, mais on progresse, ça s'améliore vraiment de jour en jour. On va mettre toute notre énergie, autant d'énergie qu'on a mis dans la gestion de la crise. On va mettre la même énergie pour accompagner d'abord les victimes. Les victimes qui, hélas, ont perdu leur maison, qui ont perdu un pan de leur histoire, qui ont perdu une propriété, des pains. Et je crois qu'il faut effectivement qu'on soit à leur côté, à leur écoute, pour pouvoir répondre avec tous les services de l'État, avec le département de la Gironde, avec les associations. Il faut qu'on puisse répondre, après les avoir écoutés, à leurs besoins personnels. Il faut qu'on arrive à faire pour les victimes du coût humain. Et je ne l'avais pas dit hier, donc je le dis, pour mobiliser les assurances. Lorsqu'on a perdu un bien ou que son domicile a été parcouru par les flammes sans être détruit, il faut prouver que, évidemment, on a été, enfin, pour toutes les indemnisations, il faut prouver qu'on a été évacué. Donc, nous tenons à la disposition des communes que nous avons évacuées une attestation qui leur permettra ensuite de faire valoir les droits des uns et des autres auprès des assureurs. Donc d'abord, nos pensées et notre énergie et notre soutien va aux victimes. Nous serons derrière elles. Et on va s'organiser, on fera des annonces sur l'organisation qu'on peut mettre en place très vite. On va aussi soutenir évidemment les entreprises qui ont été très affectées. Alors évidemment, la région est très mobilisée, mais nous serons aussi aux côtés de la région avec nos propres outils, nos propres dispositifs pour soutenir les entreprises qui ont été affectées, soit parce qu'elles étaient dans des zones évacuées, soit parce que peut-être elles ont subi le feu.
soit parce qu'elles ont eu un impact du fait de l'incendie qui a pu effectivement détourner un certain nombre de visiteurs. Et là aussi, on va se mobiliser très fort. Dès aujourd'hui, j'ai autorisé, après, d'ailleurs, je les ai rencontrés ce matin, les agriculteurs qui ont besoin en ce moment de récolter leur culture maraîchère irriguée ou leur culture irriguée d'une façon générale. Je pense aux haricots verts, je pense au maïs doux, je pense aux carottes, etc., qui ont besoin de le faire maintenant. Certains, d'ailleurs, ont déjà subi des pertes, mais il y a encore des récoltes à faire. Ainsi qu'aux vignerons, j'ai autorisé à ce que les agriculteurs, donc des cultures irriguées, reprennent une activité normale, sans limitation d'horaire, à la seule condition qu'ils aient avec eux une tonne à eau et un moyen de donner l'alerte, un moyen téléphonique de donner l'alerte, si par malheur un début de feu se déclarait. Donc je pense que ça répond absolument à leurs demandes. Et puis peut-être un dernier point avant de répondre à vos questions. S'agissant des manifestations culturelles, sportives, des festivals, enfin tout ce qui fait, je l'ai dit, le sel de l'été ou le plaisir de l'été, elles peuvent se dérouler, je l'ai dit déjà hier, mais se dérouler sans, de manière totalement libre, rive droite. Pourquoi? Parce que la rive droite n'est pas du tout concernée par le feu, à condition néanmoins, même rive droite, que ces manifestations ne se déroulent pas sur un espace végétalisé, en forêt, sur un pré très sec, parce que là, il suffit d'un mégot pour déclencher un incendie et que nous avons besoin que nos sapeurs-pompiers restent concentrés sur les points chauds qui ont été indiqués par le contrôleur général Vermeulen. Et côté rive gauche, qui est plus exposé, enfin qui j'espère ne le sera plus bientôt, mais qui l'est encore, nous avons encore simplifié le dispositif et on demandera aux organisateurs une simple déclaration auprès de la préfecture, en s'engageant là aussi évidemment à ce que ça ne se passe pas dans un espace végétalisé. Et cette déclaration donc n'appelle pas d'autorisation, enfin de réponse de notre part, sauf s'il nous semble que pour une raison liée au risque incendie, elle ne doit pas se tenir à cet endroit. Donc une simple déclaration et en l'absence de réponse, tout peut être organisé librement. Voilà ce qu'on pouvait dire ce 31 juillet 2026. Est-ce que vous avez des questions? Oui, le feu n'est pas fixé, mais quels sont les critères en fait pour qu'on puisse déclarer qu'il est fixé? Alors, à quelles conditions, monsieur le contrôleur général, peut-on déclarer un feu fixé? Alors, le feu est fixé lorsque son axe principal ne progresse plus. La difficulté sur les feux de type convectif et les autres phénomènes type pyrocumulus auxquels nous avons été confrontés, c'est qu'en fait, nous ne sommes pas sur un feu qui a été dirigé par le vent ou par le relief, mais en fait un feu qui est sur les 360. Et donc ça veut dire que nous avons 240 km de lisière à traiter. C'est la raison pour laquelle nous sommes très prudents sur le fait de passer le feu fixé. Chaque heure qui passe nous en rapproche. J'insiste que lorsque nous passerons le feu fixé, ça ne veut pas dire qu'il est éteint. Ça veut dire qu'il ne progressera plus, mais que nous pouvons encore avoir de l'activité à l'intérieur. Donc il y aura encore du travail à l'intérieur de la zone. Donc là, au moment où nous parlons, et c'est ce qui vous a été décrit, nous voyons que les différents ne progressent quasiment plus. Ils restent dans l'enveloppe des 240 qui vous a été donnée. Et donc, c'est la raison pour laquelle, pour le moment, il n'est pas encore passé fixé. Mais je dirais que la situation s'améliore au fur et à mesure des heures. Sur le nombre de blessés chez les pompiers, est-ce qu'il y a un nouveau bilan par rapport à hier et est-ce que vous avez une sorte de répartition entre les blessés graves et les blessés légers? Alors, au niveau des sapeurs-pompiers, je pense qu'il y a un point important à préciser, c'est que le volume de sapeurs-pompiers qui est donné, qui à date, je crois, était de 264 sapeurs-pompiers qui ont été examinés par le service de santé. Ça veut dire examinés par le service de santé, ça va de la brûlure, en passant par la prise de concentration de monoxyde de carbone, jusqu'à l'ampoule. Voilà, donc il y a eu 46, je crois que je parle de mémoire, évacuations, et pour l'instant, nous n'avons pas à déplorer de blessés graves. Quand vous dites évacuation, c'est quoi? Et
Alors, lorsque nous faisons un bilan, nous pouvons classer effectivement les personnes en urgence absolue. Par contre, après, il y a une prise en charge médicale et il y a des soins qui sont prodigués et il y a une requalification qui est refaite. Donc, au moment où nous parlons, nous n'avons pas de blessés graves. Et les urgences absolues ont été requalifiées en... Oui. Alors après, tout est affaire de terminologie. Pour le sapeur-pompier, par exemple, de Seine-et-Marne, qui a été blessé par une explosion de bouteille de gaz. Il a une fracture ouverte de la cheville gauche, mais on ne va pas le classer en grave. Par contre, pour lui, c'est grave, bien sûr. Mais donc ça veut dire qu'il ne faut pas minimiser, je dirais, l'impact que ça va avoir sur chaque agent, mais je dirais que leur vie n'est pas en danger. Pour ça, je tenais à préciser ce point. Peut-être que le docteur Meunier peut préciser. Oui, pour préciser, effectivement, Madame la Préfète, nous étions organisés en concertation pour recevoir sur l'hôpital de Pellegrin l'ensemble des pompiers blessés ou nécessitant des soins. Donc on peut effectivement parler de ce sapeur-pompier qui a eu ce problème à la jambe. L'essentiel des prises en charge que nous avons eu à faire concerne des intoxications au monoxyde de carbone, parce que les pompiers étaient face au feu et nous les avons tous pris en charge, parfois par un simple traitement par oxygène, parfois en passant par le caisson hyperbare, parce que ça nécessite beaucoup plus de traitement par oxygène. Je crois qu'on en a eu un peu plus d'une dizaine qui sont passés par ce traitement-là, mais l'ensemble des pompiers patients ont été bien pris en charge et aucune vie n'est en danger. Moi, je reprends la parole parce que l'équipe me fait remarquer que j'ai oublié dans les communes qui sont encore évacuées, j'ai oublié Marcheprime. Donc, le Temple, Somos, Le Porge, Lège-Cap-Ferré, Marcheprime. Arès devrait être ouvert, ça je l'ai dit, demain dans la journée. J'avais une question, Emmanuel Dubeur pour Sud-Ouest. Dans ce genre d'événement, est-ce que les pompiers, les personnes qui s'investissent ont, vous avez dû déjà le voir sur ce genre d'événement, des conséquences psychologiques quand ça s'arrête? Bon, je sais pas qui veut pas répondre. Peut-être, ouais, bon, Oui. on va faire tous les deux. Moi, je vais faire peut-être la partie sapeur-pompier, après la partie population pour Thomas Meunier. Sur la partie sapeur-pompier, déjà, le service de santé tient un registre exhaustif de l'ensemble des sapeurs-pompiers qui sont engagés sur le chantier. D'ailleurs, au même titre que 2022, la participation à cet événement va être inscrite dans leur dossier médical. Et il y a également un suivi qui va être proposé à l'aide de nos psychologues et à l'aide de nos infirmiers spécialement formés dans le domaine. Donc chaque sapeur-pompier qui estimera avoir besoin d'un accompagnement, d'ailleurs, quelquefois on va même un peu le provoquer, on va faire des messages de sensibilisation une fois qu'on aura terminé, je dirais, la phase active de l'incendie. Et effectivement, cet aspect psychologique est pris en charge par le service de santé et de secours médical du SDIS et plus largement des SDIS, puisqu'il y a un certain nombre de pompiers d'autres départements qui concourent à l'action. Très bien. Et le docteur Thomas Meunier. Oui, simplement ajouter qu'effectivement, les pompiers sont pris en charge, les soignants qui interviennent aussi, parce qu'il y a eu certaines situations particulièrement difficiles aussi à vivre pour les soignants. Et évidemment, nous avons déployé dès les premières heures la CUMP, la cellule d'urgence médico-psychologique, qui est portée en lien avec le SAMU par le centre hospitalier Charles Perrin, et qui est déployée partout où elle est appelée, aussi bien elle est intervenue notamment sur les différents halls du parc des expos, que ce soit pour prendre en charge les patients qui étaient pris en charge sanitairement par nous, équipe du SAMU, ou par la médecine de ville sur le côté public, des gens évacués qui avaient perdu
leur domicile. Et puis ils interviennent aussi à la demande d'élus locaux avec lesquels nous sommes très en lien lorsque c'est nécessaire, selon eux, pour venir en appui aux populations des communes qui ont été évacuées. Merci. Plus de questions? Très bien, merci beaucoup.